longtemps. Il est devenu le docteur, donc en présentant sa thèse en Sorbonne, il y a un mois et quelques, un mois au bout de jours et des jours d'années, hein, combien d'années 6 ans. 6 ans. Et donc, vraiment, écoutez l'intitulé de la thèse, hein, qui va nous dire à chacun beaucoup de choses. La métamorphose, les métamorphoses, oh là là, du pouvoir, pratique, langage et conception politique des seigneurs de Romanie latine 1204-1316. Voilà. Bon, donc, alors plus précisément, une thèse au cœur du Moyen-Âge, concernant un espace central de cette histoire à cette époque-là, eh bien, qui concerne, si je ne dis pas de bêtises, les rapports entre la péninsule italienne et le monde byzantin. C'est même pas les rapports, en fait, c'est vraiment le monde byzantin conquis par les Latins. Okay. C'est une fois que les Latins sont installés dans le monde byzantin, après, c'est mieux comme ça. Très bien. Voilà. Allez, je vais baisser. Et donc le thème du salon, c'était de la nature à la plume, de la terre à la plume. Merci Josépha. Et donc, eh bien, il fallait tout de même qu'il y ait un petit débat d'histoire. Et là, je vais dire de la nature historienne à la plume historienne. Voilà. Alors, donc, c'est un débat à propos du Moyen-Âge. Alors, vous savez que le Moyen-Âge, c'est long. Hein, 1000 ans. Et donc, on va s'intéresser peut-être à différents moments de ce long temps, hein, de ce temps long. Et sur quel axe, alors on y reviendra peut-être, mais voyez, en tout cas je crois qu'on partage une conception de l'histoire où c'est un va-et-vient entre aujourd'hui et hier. D'abord, Simon, avec bien d'autres, a animé un site, et je crois 2 numéros de revue. Tu parles d'Actuel Moyen-Âge. D'Actuel Moyen-Âge. Deux volumes d'un livre qui s'appelle Actuel Moyen-Âge, donc tome 1 et tome 2, qui devrait sortir dans pas longtemps en version poche, d'ailleurs, disponible dans toutes les bonnes librairies, et qui sont en fait un ensemble d'articles où on fait des parallèles entre le Moyen-Âge et entre notre époque. On part d'un point de l'actualité, ça peut être des tas de choses, ça peut être lié à la politique, ça peut être lié à l'économie, à l'écologie, bref, à tous les sujets dont on entend parler tous les jours. Et on va essayer de voir, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient similaires ou au contraire très très différentes au Moyen-Âge? Qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous éloigne de cette période? Comment est-ce que toutes ces choses qui se rapprochent et qui s'éloignent de nous, on les connaît? Grâce à quelles sources? Grâce à quels travaux? Grâce à quels historiens? Donc on a essayé de faire ça. C'est des articles qui se veulent en fait assez simples, assez accessibles, qui doivent faire 2-3 pages maximum, qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, dans le sens où on veut. Ils sont aussi disponibles sur internet, sur notre blog, gratuitement. On en a écrit énormément pendant plusieurs années, donc il doit y en avoir une bonne centaine, voire plus, je ne sais plus exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les lire, à aller les parcourir au gré de vos envies. Et quand le livre paraîtra, bien sûr, sous les couvertures, s'en fera le promoteur. Alors, mais effectivement, c'est une conception, quand même, une tradition de l'histoire, une certaine tradition de l'histoire. Ce mouvement, moi que je dis de va-et-vient, et qui est résumé par le titre de la revue, Actuel Moyen-Âge, entre aujourd'hui et hier. Bon, moi je résume. Hein. Alors, là, précisément, un thème qui se rapporte à la Terre. J'ai évoqué le terme de nature, et puis en utilisant deux orientations de réflexion, exploitation et protection.
Alors effectivement, là on est au cœur du monde contemporain, l'exploitation de la nature, avec tout ce qu'on peut en penser, toute la réflexion que ça amène. Ici, il y a dans le public des spectatrices particulièrement intéressées par ces questions-là. Et donc, moi, quand j'ai réfléchi au débat, justement, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme axe de réflexion? Et j'ai utilisé le mot de maîtrise. Le mot de maîtrise. Chacun un petit avis sur la maîtrise, le rapport entre la protection de la nature et son exploitation aujourd'hui. On a certains avis, mais justement, qu'en est-il au Moyen-Âge entre l'exploitation de l'espace par la société ou les sociétés humaines au sens large au Moyen-Âge, donc l'exploitation et cette donnée, cette notion de protection. Donc, d'abord, sur le terme de nature, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on entend un petit peu par ce terme de nature, ou quelle connotation ce terme de nature a un peu différemment à celle qu'on a aujourd'hui? Alors, nature, très simplement, au Moyen-Âge, ça peut avoir un sens qui est assez proche du nôtre. C'est tout ce que l'on considère comme n'étant pas touché par l'être humain, n'étant pas modifié par l'être humain. Mais ça peut aussi avoir d'autres sens ensuite, et donc ça peut varier selon les sources, selon les textes auxquels on s'intéresse. Et un autre sens très important pour l'époque, c'est le sens chrétien, puisqu'on est dans des sociétés qui sont à majorité chrétienne si on s'intéresse à l'Occident, à l'Ouest. Et dans ce cas-là, est naturel ce qui est créé par Dieu. Est naturel la création divine. Ensuite, la nature, elle peut aussi être personnifiée. Un petit peu comme dans l'Antiquité, on avait des divinités qui pouvaient personnifier certaines choses, certains phénomènes, certaines qualités. Et bien là, la nature va être personnifiée comme une force agissante, comme quelque chose qui agit, qui fabrique du réel, qui fabrique des animaux, qui fabrique des plantes. Et on va avoir des illustrations médiévales qui, par exemple, vont représenter la nature comme sous les traits d'une personne qui forge, d'une femme qui forge, qui crée, tout comme le forgeron fabrique des objets. Et en fait, on peut encore continuer les significations, mais rien que ces trois significations vont nous amener sur une piste qui est la piste des rapports entre l'individu au Moyen-Âge et la nature. Si la nature est tout ce qui n'a pas été créé par l'homme, par l'être humain. En fait, ça pose une difficulté, puisque d'un point de vue purement scientifique, tout ce qui est autour de nous, d'une manière ou d'une autre, est forcément influencé par la présence des êtres humains. Les très récentes recherches en sciences naturelles, les très récentes recherches archéologiques ont montré que même si on va au fin fond d'une forêt au Moyen-Âge, on a en fait les résultats, l'impact d'aménagements faits par l'être humain ailleurs. Si maintenant on prend la nature comme tout ce qui est créé par Dieu, comment est-ce que les gens de l'époque, en tant que bons chrétiens qui veulent accéder au salut, vont se comporter vis-à-vis de cette nature? Et enfin, si on considère la nature comme une force agissante, comment est-ce que les individus de l'époque vont considérer cette force agissante quand elle leur envoie des bonnes saisons où il y a beaucoup de choses à accueillir, à récolter, ou au contraire quand elle leur envoie des mauvaises? Et donc voilà, ça va poser la question de comment est-ce que les gens à l'époque vont vivre, interagir, penser avec ces conceptions de la nature en tête. Et je ferai juste une petite parenthèse, puisqu'au début tu parlais d'un long Moyen-Âge de 1000 ans. Et en fait là je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on a peut-être tous en tête, c'est que, bon, on apprend à l'école que le Moyen-Âge c'est 1000 ans, mais si on s'intéresse à l'exploitation de la nature, à la maîtrise de la nature, au rapport de l'être humain à la nature, en fait les manières dont l'être humain et la nature coexistent, il y a quelque chose de beaucoup plus... Le Moyen-Âge serait encore plus long. En fait, le rapport aux saisons, le rapport au temps, le rapport à la campagne, le rapport aux animaux, en fait, ce rapport est resté... Alors, il y a eu des variations, mais structurellement, il est resté assez semblable pendant très très longtemps. Je veux dire, à l'époque de Louis XIV, finalement, on peut avoir un rapport à la nature
assez semblable à celui d'une personne du Moyen-Âge. Peut-être même, et ça c'est un débat plus complexe, peut-être que même que des paysans du Moyen-Âge et des paysans de l'époque de Louis XIV ont un rapport à la nature qui est plus semblable que nous, par exemple, avec des gens du siècle dernier. Et il y a certains médiévistes, je pense notamment à Jacques Le Goff, qui disent en fait que le Moyen-Âge, on peut le faire continuer jusqu'au 19e, jusqu'au début du 20e siècle, parce que en fait, le fait que la majorité de la population reste rurale pendant très longtemps jusqu'au XXe siècle, le fait qu'on a ce même rapport à la nature pendant très longtemps, fait qu'il y a des continuités aussi. Et que c'est que très récemment, c'est que depuis le XXe siècle, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, que vraiment la société devient plus urbaine, qu'on s'éloigne de tout ce qu'on considère comme la nature, qu'on consomme des animaux que par exemple on n'a jamais croisés de notre vie, etc. etc. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'arrête sur les moyens que les historiens aujourd'hui ont pour s'y retrouver dans toutes ces réalités diverses concernant la nature. Alors vous verrez sur une table, tu m'avais tu m'avais proposé un certain nombre de livres à lire sur la question. Alors justement, qui sont des livres assez complexes, très complexes. Je les ai lus, mais qui sont très intéressants justement au niveau de la méthodologie historique et les champs un peu nouveaux au niveau de la recherche. On ne reste plus justement au niveau de l'écrit. Exactement. C'est très important ce que tu dis, parce que en fait, finalement, pendant très longtemps, les historiens se sont seulement intéressés aux sources écrites, pendant très longtemps aussi seulement aux chroniques, aux histoires que les chroniqueurs de l'époque racontaient, et puis se sont intéressés aussi à la nature, mais d'un point de vue, on va dire, très... alors, soit il fallait décrire un peu le milieu naturel, bon, il y avait un lac, il y avait sans doute des forêts ici, d'après ce qu'on comprend, ou alors il fallait vraiment réfléchir, ça c'est plutôt au milieu du XXe siècle, il fallait réfléchir en historien de l'économie. Alors la nature c'est plutôt quelle quantité de céréales on exploite, combien ça fait, qui exploite, comment ils exploitent. Et en fait, depuis, on va dire, une quarantaine, une trentaine d'années, grosso modo c'est 1980 que ça commence vraiment à se développer, on a d'autres manières de s'intéresser à la nature au Moyen-Âge. Donc on ne va pas seulement aller voir dans les chroniques, dans les sources écrites, mais en fait, on va utiliser d'autres disciplines. On va utiliser l'archéologie. On va s'intéresser par exemple aux vestiges, aux restes, aux dépôts exactement des habitations. Et donc ça peut permettre de voir un village médiéval. Un peu plus loin, c'est... Sinon ça résonne trop. Après, peut-être que je peux parler comme ça. Non, comme ça. Allez, on vote. Comme ça, c'est mieux. Grand site archéologique d'Île-de-France. Alors ça a été fait n'importe comment, parce que il y avait des injonctions économiques et donc il fallait absolument que Mickey puisse s'installer au nord de l'Île-de-France. Et donc au niveau archéologique, la préservation était faite un peu n'importe comment, mais c'était une vraie mine d'or s'il y avait autour de Disneyland Paris. Et ça a permis notamment de reconstituer des habitats médiévaux, notamment du début du Moyen-Âge. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que l'habitat. En fait, dans les dépôts, il y a aussi plein de petites particules, de petites choses à étudier, à analyser. Et ça, en fait, c'est grâce aussi au progrès technique qu'on a pu se le permettre, qu'on peut faire des calottages en fait dans la terre, et qu'on peut faire des relevés, alors sur des éléments un peu gros comme des restes d'ossements d'animaux, par exemple. Ça permet de savoir, est-ce qu'il y avait beaucoup d'animaux, est-ce qu'il y avait des boucheries, est-ce qu'il y avait des abattoirs, ou est-ce que c'était juste un petit élevage, et s'il y avait beaucoup d'animaux, c'était quoi? Ah, c'était des bœufs, ça veut dire qu'un bœuf ça coûte cher, donc il y a beaucoup d'animaux à élever. On s'est rendu compte aussi que c'est l'âge de la consommation porcine, surtout. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'âge du poulet. On consomme beaucoup plus de poulet que de porc, mais à l'époque, on trouve surtout des autres porcs. Mais il n'y a pas que ça, il y a du pollen aussi. On peut trouver, dans ces calottages, les dépôts de pollen. On peut donc comme ça mieux connaître par exemple le changement des climats qu'il y a eu
le changement des saisons. Bon, et tout ça, ça permet de mieux connaître la nature. Pour résumer, ça a permis une chose très importante. Avant ça, on avait en tête l'image de « Ah, le Moyen-Âge, tout le monde crève de faim, on mange très très mal, juste de la bouillie de céréales et c'est tout. Et puis, grosso modo, il y a 3 villages misérables qui se battent en duel et c'est tout. » Et en fait, grâce à l'archéologie, on se rend compte que non, que l'alimentation est très diversifiée, même dans les milieux populaires. Alors ça ne veut pas dire qu'ils mangent comme des rois tout le temps, mais en fait, ils ont une alimentation diversifiée, ils sont assez intelligents pour se dire, ça, en fait, ça c'est bon pour notre santé, c'est nourrissant, c'est facile à cultiver, ça ne se cultive pas. Et puis les villages, en fait, ça peut être des prodiges de technique, de maîtrise. On peut aussi savoir déplacer un village. À cet endroit est inhospitalier, il y a des bêtes sauvages, il fait trop froid. Et bien on se déplace ailleurs, où il y a un petit lac, on peut faire des poissons. Donc en fait, on voit l'inventivité des sociétés et on voit un Moyen-Âge beaucoup moins sombre. Et dernière petite chose, on s'est intéressé au texte, on s'est intéressé ensuite à l'archéologie, on s'est intéressé au matériel. Et on est revenu au texte, mais avec d'autres lunettes. On s'est dit, ok, on a analysé les textes pour savoir où était telle forêt, ou pour savoir combien de céréales on produisait, mais maintenant, analysons les textes pour savoir, la nature, c'est quoi pour les gens de l'époque ? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot nature? Comment ils se comportent par rapport à la nature? Ah, et puis ils ont des animaux, mais pour eux, c'est quoi les animaux? Comment ils traitent les animaux? Comment ils perçoivent les animaux? Ils conçoivent les animaux. Et puis il y a un des livres, c'est La nature et le roi. On en reparlera un petit peu, mais voilà, grosso modo, c'est les pouvoirs politiques en place. Comment ils considèrent la nature, comment même ils vont utiliser la nature pour se légitimer, pour se présenter comme les dominants légitimes. Et donc ça c'est un peu la dernière phase, on va dire, de la recherche, c'est ok, on revient au texte, mais on les croise avec ce qu'a réussi l'archéologie, et puis on essaie de voir un petit peu quelles étaient les conceptions de la nature à l'époque. Alors justement, pour parler, disons, du 11e, 12e siècle, où là, vous connaissez sans doute les grands travaux de Duby, sur la division trifonctionnelle de la société. Alors à côté de l'histoire, mais parallèle des pouvoirs royaux, mais cette société trifonctionnelle avec les seigneurs, avec les clercs, et puis ceux qui travaillent la terre. Peut-être à partir d'exemples, mais l'attitude de ces différents ordres, entre guillemets, justement par rapport à cette donnée qui forme un peu notre axe là, de maîtrise de la nature, et en particulier sur le rôle des vilains. Des vilains, c'est-à-dire des paysans, de l'énorme majorité de la population. Alors, ce qu'on peut dire sur les paysans, les vilains, pour rappeler, c'est des paysans qui louent des terres à un seigneur. C'est comme aujourd'hui, on loue un appartement, ou des métayers, c'est synonyme. On parle aussi parfois de serfs. Les serfs, c'est pas tout à fait pareil. Les serfs, eux, en fait, ils n'ont rien, ils ne louent pas de terre. C'est le seigneur qui dit, moi je te mets là, tu travailles là, et tu te tais, et tu fais ce que je te dis. Donc c'est encore en dessous des vilains. Alors, Dominique, tu as parlé donc des 3 ordres, et en fait on peut voir les relations à la nature de ces 3 ordres en prenant un cas très simple, en prenant qu'est-ce que fait chacun de ces ordres face à une forêt, par exemple. Tu prends les chevaliers, les seigneurs, ceux qui combattent, les bellatores en latin, eux la forêt ils vont l'utiliser pour chasser. Ça va être un sport déjà pour eux, c'est un loisir qui leur est très très cher, qui est très important. Et donc en fait, ils vont en un sens avoir une conscience écologique pour bien maintenir les forêts comme réserve de chasse. Ça va aussi être un moyen pour eux de se mettre en scène, un seigneur qui part à la chasse avec ses hommes, ses armes, sa meute, et qui passe par les villages, c'est toujours assez impressionnant. Ça a une fonction symbolique en un sens, et puis ça peut aussi être un lieu de rivalité. Imaginez une forêt qui est entre 2 seigneuries. On a des seigneurs qui se croisent à la chasse. Dans les sources, on peut voir des
accidents de chasse. Oh là là, mince, j'ai donné un coup de lance dans le seigneur qui habitait à côté de chez moi. Oh là là, j'ai pas fait exprès. Donc il peut y avoir aussi des rencontres entre seigneurs au moment de ces parties de chasse qui peuvent être parfois des moments de convivialité ou sinon des moments d'affrontement. Bon, maintenant, si on prend nos paysans, eux, la forêt va être très importante pour leurs ressources alimentaires. La forêt, c'est fondamental pour 3 choses. Vous les voyez déjà venir, couper du bois, bien sûr, pour se chauffer, mais aussi pour la cueillette. Et enfin, il y a un moment de l'année qui est très 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 important, c'est la fin de l'année, où il y a ce qu'on appelle la glandée. Et la glandée, c'est on emmène les cochons dans la forêt, et là, voilà, on leur fait manger des glands, pour bien les faire grossir et pour ensuite se régaler au moment de Noël. Donc, quand je vous ai dit qu'on n'a pas que des paysans qui crèvent de faim, voilà, on a des paysans qui savent entretenir leurs bêtes et qui ont toujours donc, cette période de la glandée avant la fin de l'année pour nourrir leur corps. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, entre seigneurs et paysans, va y avoir des conflits d'usage autour de la forêt. Les paysans vont chercher en fait à essayer de se garantir ce droit à profiter des ressources de la forêt. Et les seigneurs vont leur mettre des limites à ces droits d'exploitation de la forêt, parfois en leur interdisant l'accès, parfois en réglementant l'accès. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on fait un petit saut dans le temps, mais le jeune Karl Marx, quand il commence à s'intéresser à la société, il a en tête les conflits d'usage dans les forêts. Et en fait, il trouve ça profondément aberrant qu'il y ait une classe dominante qui dise « Ah bah non, mais vous n'avez pas le droit d'accéder à un lieu qui pourtant produit des ressources pour tout le monde. » Et donc, pour revenir à notre Moyen-Âge, très souvent dans les sources, on a en fait ces conflits d'usage autour de la forêt, qui peuvent parfois tourner à l'avantage des paysans. Quand les paysans sont suffisamment organisés, ils peuvent obtenir des droits d'utilisation de la forêt. Et enfin, on a les clercs. Alors, les clercs, eux, c'est un petit peu particulier. Si on a des évêques, les évêques, eux, ils sont comme des grands seigneurs. Donc, en fait, ils vont aussi adorer chasser. Un évêque, il ne peut pas vraiment aller à la guerre, ça arrive. En fait, si on regarde dans le détail, on a plein d'évêques qui vont à la guerre, mais ce n'est pas très bien vu. Surtout au Xe, XIIe siècle. Par contre, l'évêque, il a le droit d'aller à la chasse. Ça, normalement, c'est pas trop critiqué. Sauf si vraiment c'est un évêque qu'on déteste, dans ce cas-là, on va mettre le doigt là-dessus. Et donc l'évêque, c'est un grand seigneur, il faut qu'il ait des pratiques de grand seigneur, qui se comporte comme un grand seigneur, et donc il va aller dans la forêt chasser aussi. Maintenant, si on prend d'autres types de clercs, on peut s'intéresser aux moines. Et alors les moines, eux, ils adorent la forêt. Ils adorent la forêt pour 2 raisons. Soit c'est un lieu qui est assez tranquille, et dans ce cas-là, en fait, ils peuvent y fonder une abbaye, et ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent pour entretenir leurs abbayes. Et une abbaye bien tenue, c'est une abbaye qui peut être très prospère, où on a aménagé un espace au milieu de la forêt pour créer une abbaye, puis la forêt apporte plein de délicieuses nourritures, que d'ailleurs les moines peuvent ensuite vendre sur les marchés. Ou sinon, on a aussi des moines qui peuvent se rêver des espèces de nouveaux Jésus du Moyen-Âge, de je me retire au milieu de nulle part et j'affronte les tentations de la solitude et j'essaie d'éprouver ma foi. Voilà, exactement, sur le modèle de Saint-Antoine au désert. Et donc ils se disent, bon, il n'y a pas de désert, on est en Europe, mais il y a des forêts, et voilà, je vais aller me perdre au milieu d'une forêt, et puis je vais essayer de vivre sur le modèle de l'ermite. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre image du Moyen-Âge, c'est sombre, il y a des loups, il y a des forêts partout, c'est très hostile. En fait, on l'a comment? On l'a par le biais de sources écrites par des moines. Et donc des moines qui avaient cette vision de la forêt pour un peu conforter leur pratique de « ah, je me retire », et pour que ça fasse bien, je veux dire, je me retire dans un milieu lointain, inhospitalier, alors qu'en fait, bon, si on regarde de plus près, bon, effectivement, il y a peut-être une forêt, mais elle n'est peut-être pas si inhospitalière que ça. Elle est fréquentée déjà par des gens, voire elle est déjà en partie exploitée, voire il y a un camp de bûcherons pas si loin que ça. Mais voilà, dans un texte, ça fait bien de dire « je suis allé me perdre au milieu de nulle part pour éprouver ma foi ». Et donc on va avoir un peu ces différents types de rapports à la nature, à une forêt. Maintenant, j'ajouterai une toute petite nuance, c'est que ce schéma trifonctionnel des 3 ordres, il faut aussi avoir un petit peu de recul avec, dans le sens où c'est une des grandes idées de Duby, mais en fait, plus récemment, on a tendance à considérer que c'est aussi beaucoup les moines, les clercs qui développent cette vision du Moyen-Âge structurée en 3 ordres,
et que ça correspond peut-être davantage à comment ils imaginent la société qu'à comment la société se vivait elle-même. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que s'il y a des séparations, c'est des séparations soit vraiment sociales entre aristocratie, non-aristocrate, avec des nuances au sein de chacune de ces composantes, soit sinon, s'il y a une divergence, c'est entre clerc et laïc, laïc au sens de non clerc. Et ça, c'est surtout très flagrant au milieu du Moyen-Âge, après ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui est vraiment un moment où on dit, bon, d'un côté, il y a les clercs, eux, ils sont très très purs, c'est eux qui guident la société, c'est eux des modèles sociaux, puis après, il y a des laïcs, eux, ils ne peuvent pas être clercs, mais ils doivent obéir aux clercs, essayer d'imiter tant bien que mal les clercs, et vivre leur vie de laïcs. Et donc, on a davantage cette répartition de la société qui est plus prise en compte par les historiens aujourd'hui. Alors, peut-être quelques mots aussi quand même sur les paysans qui sont l'élément. Alors, bien sûr, les monastères ont un rôle important pour domestiquer, entre guillemets, la nature, mais on a au niveau des sources, le rôle de ces paysans, qu'ils soient serfs, mais surtout les vilains, ces métayers de l'époque. Alors c'est simplement un raisonnement que moi je me faisais en réfléchissant à notre sujet. Eux, ils sont quand même directement face au problème, d'assurer cette production agricole qui est vitale, dont une partie peut-être va ailleurs, mais qui est essentielle à leur survie. Donc on a t'as peut-être des exemples où on a alors à travers les textes en particulier, ou sur ce rôle des paysans pour préserver, pour organiser et préserver cet espace. Alors effectivement, comme les paysans, dans les sources, malheureusement, ils représentent 98% de la population, mais Ils ne savent pas écrire. Ou alors on leur laisse pas écrire, ou alors les supports sur lesquels ils écrivent sont pas conservés. Du coup, on a peu de sources sur cette majorité de la population. Et donc pendant longtemps, on a aussi envisagé la nature par le biais de l'aristocratie. Et puis, un beau jour sont arrivés les travaux de Mathieu Arnoux, qui sont juste sur la table ici, Le Temps des laboureurs. Alors, certes, l'ouvrage, on va dire, la pensée de l'ouvrage peut être un peu subtile, un peu complexe, mais il y a quelque chose qui est quand même assez accessible, assez clair, assez manifeste dans son livre, c'est, allez, moi les paysans, je vais m'intéresser vraiment à eux. Et soit je vois les sources qu'ils nous ont laissées, j'essaie vraiment de les traquer, de les trouver, et si j'ai des sources de l'aristocratie, je vais essayer de voir le point de vue, la perspective des paysans dans leur diversité à travers ces sources de l'aristocratie ou ces sources du clergé. Et alors, ensuite, on a vraiment en fait une très grande gamme d'attitudes des paysans face à la nature à exploiter. On peut avoir en fait des secteurs du Royaume de France qui sont très très pauvres, où on a peu de moyens techniques, mais on a aussi d'autres régions, je pense notamment au nord du Royaume de France, où à l'époque qui nous intéresse, 10e, 12e siècle, on va avoir des progrès techniques assez importants. On va avoir des paysans riches laboureurs, par exemple, qui vont perfectionner les techniques de labour pour retourner la terre et pour ensemencer la terre. Et donc on va avoir des appareils de labour, des charrues beaucoup plus sophistiqués. On peut donc considérer qu'on a certaines campagnes qui sont vraiment très très bien exploitées, avec des paysans qui ont une capacité de production tout à fait estimable. Alors maintenant, reste à savoir quels sont leurs rapports avec leurs seigneurs. Quand on a des seigneurs qui sont très bien implantés, qui ont une domination très forte, qui récupèrent une très grande partie des profits, mais il y a aussi des endroits où les paysans, certes, restent dans une situation de domination, mais sont capables aussi de dégager un certain surplus pour eux, d'avoir un cheptel aussi qui leur appartienne. Et puis il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on a les serfs, on a les vilains, mais il y a aussi certains endroits de l'Occident médiéval où on a des communautés d'alletiers. Les alletiers, c'est ceux qui possèdent des alleux. Des alleux, c'est des terres qu'on possède librement, qui ne dépendent de personne. Et en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des communautés paysannes
d'alletiers pendant tout le Moyen-Âge. Alors il y a des moments où ces communautés font de plus en plus rares, sous la pression des seigneurs, mais en tout cas il existe des paysans alletiers qui exploitent leur propre terre, qui possèdent leur propre terre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Par exemple, l'archéologie retrouve des habitats paysans où on voit clairement qu'il y a une famille paysanne qui est un peu plus aisée que les autres, qui éventuellement peut se réserver un lac avec des poissons juste à côté, qui a peut-être une maison un peu plus grande et quelques domestiques, mais où on n'a pas de présence seigneuriale. On n'a manifestement pas de présence seigneuriale, ou alors elle apparaît plus tard. Ou alors c'est la famille paysanne un peu plus riche, qui a réussi à se procurer un cheval, à se procurer des armes, et qui s'est construit un manoir. Et puis si cette famille a prospéré, elle a pu se construire après une tour, et dans ce cas-là, elle devient une famille seigneuriale. Mais à la base, on peut avoir des communautés d'alletiers, donc de paysans libres. Et puis dernière chose, il ne faut pas oublier aussi que parfois, et ça Mathieu Arnoux en parle aussi, on peut avoir des révoltes paysannes, alors qui ne sont pas forcément des révoltes pour renverser l'ordre établi, puisqu'on est dans une société chrétienne, qui se pense hiérarchisée. C'est plutôt des révoltes en fait qui visent à renégocier le partage de la production. Le Seigneur ne nous laisse pas assez, la révolte peut permettre de dire en fait on va garder un peu plus pour nous. Donc c'est pas forcément on va renverser le Seigneur en place, on va prendre sa place et puis on va fonder une nouvelle société, mais c'est plutôt comment faire pression sur le Seigneur pour obtenir davantage. Et donc ces révoltes apparaissent aussi dans le livre. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on est un peu loin des idées d'Épinal, justement, là encore, sur le Moyen-Âge. C'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus contrasté. Alors, il y a un autre ouvrage que tu m'avais conseillé, qui est là, La nature et le roi, de Jean-Pierre Devrouet, on dit. Oui, Devrouet ou Devro, j'ai jamais su comment on dit ça. Okay. En fait. Bon, on va dire comment on veut. On dit comme on veut. Okay. Et alors qui est très intéressant, parce que d'abord il aborde les problèmes de la météo, hein, et donc qui est quand même un élément essentiel de toute la réflexion historique. Hein, il y a l'ouvrage, c'est le roi Ladurie, qui est un ouvrage de référence, et qui est très présent donc dans ce livre La nature et le roi. Alors vous avez vu au niveau chronologique, on va, il y a des généralités au milieu du Moyen-Âge, c'est-à-dire le cœur, disons, pour réfléchir du XIIe, XIIIe siècle. Et là, on va venir plus en amont avec Charlemagne. Vous connaissez Charlemagne, le célèbre Charlemagne, que se partagent les historiens pendant longtemps nationalistes allemands et nationalistes français. Voilà. Et alors c'est très intéressant dans ce livre La nature et le roi, donc en l'occurrence les Carolingiens. Il parle beaucoup donc de Charlemagne, dont c'est 8e siècle, 9e siècle, et de son fils Louis le Pieux. Et justement, il y a un État qui est en développement, qu'on ne peut pas imaginer comme les grands États qui un demi-millénaire plus tard, mais une préoccupation justement à la fois de constatation des problèmes de la météo mis en rapport avec la production agricole et quelles mesures on peut prendre par rapport à celle-ci. Et donc une préoccupation fondamentalement qui concerne l'approche de cette nature. Et oui, la question c'est pourquoi est-ce que là nos Carolingiens, qu'on voit d'habitude à la guerre, à cheval, à la tête de leurs armées, ils se soucient de météo, ils se soucient d'agriculture, pourquoi ils se soucient de ces choses-là? Et donc en fait, l'historien en question, là, Jean-Pierre Devrouet, lui, il va associer les deux démarches dont je vous ai parlé au début du débat. Il va s'intéresser en fait aux nouvelles sciences qui étudient la nature au Moyen-Âge. Et donc il va se dire, quand est-ce qu'on a des famines, quand est-ce qu'on a des aléas climatiques, quand est-ce qu'on a des catastrophes climatiques, quand est-ce qu'on a une production qui est moins forte, avec toutes ces nouvelles sciences. Et de l'autre côté, il va reprendre les sources un peu traditionnelles, il va se dire, tiens, et comment est-ce que
on présente, on juge les rois qui font face à ces catastrophes, à ces aléas climatiques, à ces aléas de la production. Et en fait, on remarque une chose, c'est qu'il y a une critique contre les souverains qui est assez facile à faire. C'est la critique, on n'a pas assez à manger pour tout le monde, le royaume n'est pas bien tenu, la production agricole n'est pas suffisante pour nourrir tout le monde, c'est donc qu'on a affaire à un très mauvais souverain. Et nos Carolingiens, ce sont des gens qui ont pris le pouvoir à une dynastie qui était là avant eux, qui s'appelait les Mérovingiens. Et donc ce sont des gens qui n'ont pas forcément de légitimité, à qui on pourrait reprocher d'avoir usurpé le pouvoir. Et donc en fait, ils vont être très soucieux, qu'on ne dise pas du mal d'eux sur comment est-ce qu'ils gèrent la production agricole, comment est-ce qu'ils gèrent la prospérité de leur royaume. Et donc en fait, en même temps que les Carolingiens construisent leur pouvoir, ils vont aussi être très attentifs à la production agricole. Ils vont être attentifs, s'ils le peuvent, à agir dessus. Donc en fait, ils vont avoir une véritable politique économique. Ils vont tenter de développer des grands domaines carolingiens qui ne seront pas une promenade de santé pour les paysans qui vont beaucoup subir l'oppression des maîtres carolingiens. Et puis ils vont aussi être attentifs à ce que dans les sources, on les présente de la meilleure manière possible, comme des gens capables d'assurer la prospérité du pays. Et au moment où il y a des tensions entre les Carolingiens, où certains peuvent être contestés, on va voir ressurgir en fait ce type de critique. Donc vous voyez ici ce qu'on disait au début, c'est vraiment les historiens s'intéressent davantage à comment la nature est perçue et à comment aussi la nature est utilisée par les pouvoirs pour se légitimer, pour se présenter comme digne de régner, ou au contraire pour pouvoir les critiquer. Alors moi, dans mes lectures, en réfléchissant à notre débat, je me suis posé beaucoup de questions. Et vous connaissez, dans ce rapport entre le problème de l'exploitation de l'espace et sa préservation, un problème que chacun d'entre nous on connaît depuis longtemps, on s'intéresse un peu à l'histoire, le problème de l'assolement. Hein? J'avais une idée en me disant c'est plutôt quelque chose de récent, et finalement ça plonge au cœur de ce Moyen-Âge. Et là on est quand même au cœur de cette réflexion entre exploitation et préservation. Alors en fait c'est vrai que l'assolement, encore aujourd'hui dans les manuels scolaires, on a aussi l'impression que c'est une invention médiévale. L'assolement, j'ai pas besoin de réexpliquer, je pense. Au cas où très rapidement. Assolement trial, en fait, imaginez un seigneur, il a plein de champs, il va les diviser en 3. Il va faire sur une partie des céréales d'été, sur une partie des céréales d'hiver, et sur une partie, il va laisser la terre en jachère reposer. Et puis l'année d'après, en fait, il va tourner. Il va passer la terre en céréales d'hiver, en céréales d'été, la terre en jachère, etc., etc. Il va faire ça chaque année. Et en fait, de cette manière, la terre se régénère beaucoup mieux. Et donc, sa production, en fait, est garantie tout au long de sa vie. Et c'est une technique en fait qui permet de s'assurer de la production et de la régénération de la terre. Ça vous montre aussi que souvent on dit oui aujourd'hui on est une ère de très grands progrès, blablabla. Aujourd'hui on est en train de détruire les sols. Il y a des sols où il n'y a plus du tout de vie et on voit qu'il y a des gens qui vivaient 1000 ans avant nous qui savaient beaucoup mieux s'occuper de la terre qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc il y a cette technique de l'assolement triennal, en fait pendant très longtemps, et encore aujourd'hui dans les manuels scolaires, on dit que c'est une grande invention du Moyen-Âge. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça, ça existait déjà avant, en fait dès l'Antiquité. On a des attestations, de pratiques qui ressemblent un petit peu à celui de l'assolement triennal. C'est juste qu'il semblerait que au milieu du Moyen-Âge, on va dire entre la période des Carolingiens puis la période des seigneuries, il y ait davantage l'utilisation de cette pratique dans l'Occident médiéval. Mais ça existait déjà auparavant. Et donc, à partir de là, il faut voir aussi en fait que les sociétés en question avaient une connaissance très très fine de leur environnement et donc étaient capables de mettre des méthodes pour garantir la bonne santé de leurs terres. Alors, sur un autre plan,
un des grands problèmes de justement de la société d'aujourd'hui dans son rapport à l'exploitation et à la protection de la nature, le problème de l'aménagement. Et donc, au Moyen-Âge, il y a cette donnée d'aménagement, elle est au cœur de l'activité, et on va aborder différentes situations. C'est par exemple ce qu'on appelle la poldérisation. Hein? Bon, vas-y. Donc oui, la poldérisation, le fait de gagner de la place sur des espaces marécageux, des espaces humides, sur éventuellement la mer, l'océan. Et donc effectivement, le Moyen-Âge central a une période de très très forte poldérisation, notamment par les moines, pas mal aussi dans le sud de la France actuelle. On parlera sans doute des grands défrichements. Oui. Donc j'y reviendrai un petit peu plus à ce moment-là, mais grosso modo, c'est vraiment une période en fait. Le Moyen-Âge, on pratique de plus en plus de poldérisation et donc on gagne de l'espace à cultiver. Elle est pratiquée par les moines aussi, la poldérisation. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, les moines vont le traduire dans leur récit. Ils vont parler des bêtes, des marais. Ils vont inventer les légendes sur les bêtes des marais qui ont été domestiquées par des figures saintes. Et en fait, c'est des allégories pour parler de comment est-ce que les communautés monastiques s'installent dans ces zones marécageuses, les assèchent et mettent en place des procédés d'exploitation du milieu extrêmement sophistiqués. Et cette exploitation très sophistiquée de la nature, elle va entraîner du coup un certain nombre de réflexions chez les individus de l'époque. Alors, je vous ai parlé des moines, mais même aussi chez les communautés paysannes. On exploite la nature, on assèche des marais, on place des moulins aussi le long des cours d'eau. Peut-être que tu voudrais y revenir. Non, mais on peut y venir justement. Vraiment, en fait, pour parler de cet aspect d'aménagement et de comment ça va les faire réfléchir. Tout comme, en fait, je sais pas, aujourd'hui, quand on fait des infrastructures gigantesques pour les Jeux Olympiques, pour les Coupes du Monde diverses et variées, on se dit, est-ce que c'est bien raisonnable? Bon, à l'époque, ils vont se poser la question, à la fois sous un angle qu'on pourrait dire écologique, même si ça n'existe pas à l'époque, parce qu'ils voient parfois les résultats de ces aménagements sur leur milieu. Là, je vais prendre un exemple très simple. À Florence, dans la cité italienne de Florence, le long de l'Arno, on met plein de moulins. Plein de moulins. On en met tellement que ça finit par provoquer des inondations terribles. Ça dérègle complètement le niveau du fleuve. Et donc, en fait, on va avoir des considérations très pragmatiques. On a fait n'importe quoi, le fleuve déborde. Et dans différents endroits où on aménage, on a ces considérations très pragmatiques de est-ce que là on ne fait pas n'importe quoi, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à la manière dont on aménage notre environnement. Mais on va aussi avoir les choses du point de vue chrétien. On touche à la création de Dieu, c'est Dieu qui a fait l'environnement tel qu'il nous entoure. Alors il nous a demandé de garder cet environnement, il a dit à Adam tu garderas le jardin d'Éden, donc on le garde, mais est-ce que parfois on ne fait pas n'importe quoi avec la création divine? Et donc quand on se prend des inondations, est-ce que c'est pas une punition divine tout simplement? Et donc on va avoir des textes sur il y a des inondations, il y a tel et tel souci, c'est parce qu'on a trop exploité et qu'on a porté atteinte à la création divine. On va avoir des encyclopédistes aussi, des moines des universités qui vont beaucoup écrire sur c'est quoi la nature, quel doit être notre rapport avec la nature, comment est-ce qu'on va la considérer, comment est-ce qu'on doit se comporter à son égard. Donc on voit bien ici qu'en fait, à nouveau, on n'est pas dans un Moyen-Âge sombre, arriéré, on est dans un Moyen-Âge où on exploite énormément. Vous vous baladez dans une campagne du XIIe siècle, il y a des champs partout, il y a des cabanes de bûcherons partout, il y a des forges, il y a des moulins partout. Et on se demande aussi, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on installe, aménage, est-ce que c'est juste par rapport à notre éthique chrétienne et est-ce que ça va aussi nous permettre de continuer à tirer les fruits de la terre. Donc vous voyez les deux arguments, écologiques et théologiques, on pourrait dire. Puisqu'on a évoqué les défrichements,
peut-être tu peux poursuivre sur cet aspect-là. Oui, exactement. Alors les défrichements, donc ça aussi c'est un symbole d'aménagement. Voilà, si on rase des forêts, on coupe le bois, on brûle la terre et on installe de nouveaux villages. C'est pour ça qu'on a des Villeneuve quelque chose, les Essarts quelque chose, essartage, donc c'est synonyme de défrichement, Bourgneuf, etc. etc. Alors, on a eu tendance à considérer que le milieu du Moyen-Âge, allez, on va dire à partir de 900 et jusqu'à 1200-1300, c'est un grand moment de défrichement, voire reculer les forêts. Alors, aujourd'hui, c'est très débattu, c'est très très débattu. Il est indéniable que c'est un moment où on exploite beaucoup la forêt, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un recul aussi fort ou est-ce qu'en fait le recul n'a pas été beaucoup plus étalé dans le temps, pas sur 3 siècles, peut-être sur 5 siècles? C'est une possibilité, donc ça c'est très débattu. Et puis, je reviens sur la poldérisation, sur l'assèchement, tout ça. En fait, là où on a été aussi un petit peu trompé, c'est que la surface cultivable augmente, moins parce qu'on coupe des forêts que parce qu'on gagne aussi de la place sur les étangs, sur les marécages et sur les mers. Donc, voilà, aujourd'hui le sujet, la question est débattue. C'est peut-être moins fort qu'on l'a dit, mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que la forêt est exploitée. Ceci étant, chose à garder en tête qui est assez intéressante, la forêt exploitée, il y a beaucoup d'aménagements, mais ce n'est pas pour autant la société industrielle d'aujourd'hui. On a à nouveau un rapport à la nature qui n'est pas celui que nous avons. Et là, je pense à un autre livre qui s'appelle Géographie, au pluriel, Ce qu'ils savaient de la France, de Léonard Dauphan. Et la première partie du livre, en fait, est consacrée au paysage sonore, est consacrée à l'environnement sonore des gens du Moyen-Âge. Donc bon, nous on entend beaucoup les voitures, les publicités, les avions. Eux ils entendent énormément les oiseaux. Ils entendent beaucoup les oiseaux et en fait on peut aussi savoir où on est, à quel moment de la journée on est, dans quelle région on se trouve en fonction du chant des oiseaux qu'on écoute. Donc même si la nature est très aménagée à ce moment-là, il n'empêche voilà, qu'on est dans un rapport qui n'est pas du tout le nôtre. On va vers la fin de notre entretien, mais avant, je voudrais qu'on aborde quelque chose qui me paraît quand même emblématique de la réflexion sur notre question. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, la lagune de Venise, tous ces problèmes, eh bien, apparemment, ces problèmes sont pas nouveaux. Hein, j'ai lu le livre que tu m'avais conseillé, là. Mais c'est très, très intéressant. Ce problème-là, à la fois sur donc la question de l'exploitation de cette lagune, de sa protection pour assurer la survie, et donc qui passe par des aménagements nécessaires. Et là, vraiment, on est au cœur justement de notre problème entre exploitation et préservation. Oui, exactement. Alors, j'ai vu sur la table le livre La Morlande de Torcello, qui a été écrit par ma directrice de recherche. Torcello, c'est une île qui se trouve dans la périphérie de Venise, au nord de Venise. On peut encore la visiter aujourd'hui, mais en fait, si vous la visitez, vous verrez quelques canaux, vous verrez une très très belle église de l'Antiquité tardive, de la fin de l'Antiquité, quelques bâtiments, et c'est tout. Mais en fait, cette ville de Torcello était très peuplée. Était une ville à part entière, un peu comme Venise, voilà, dans la lagune, au bord de la lagune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette ville, en fait, a été, on pourrait dire, terrassée par la lagune, d'où le titre, la Morlande de Torcello, de l'île de Torcello. Et en fait, ma directrice de recherche essaie un peu d'étudier les causes de cette disparition, de cette morlande de la ville, bon, voilà, qui semble être l'incapacité des élites urbaines à prendre à bras-le-corps cette question de on est dans un milieu qui est très très fragile, qui peut s'ensabler ou qui peut être inondé avec des portions de terre qui peuvent disparaître et qui n'ont pas réussi à maintenir la présence urbaine. Et quand la ville passe sous la dépendance de Venise ne s'en charge pas davantage, ne parvient pas à s'occuper des problèmes de cette ville. Par contre, Venise voit ce qui se passe à Torcello.
et comprend qu'elle peut être la prochaine sur la liste. Et donc c'est là-dessus en fait que ma directrice de recherche aussi s'est intéressée à tous les travaux qui ont été faits à Venise au Moyen-Âge pour éviter en fait la disparition de la ville. Alors elle est vraiment allée dans les archives de Venise pendant plusieurs années, qui sont des archives très riches si on s'intéresse à ces questions-là, parce que pour peu qu'on s'y penche et qu'on regarde dans le détail, on voit toutes les opérations, tous les chantiers pour tenir la lagune. C'est comme si dans, je sais pas, Milan, quelqu'un tombait sur les archives des travaux du Grand Paris. Bon, ce serait une horreur, mais en tout cas, il y aurait beaucoup à lire. Et donc là, c'est pareil. Elle s'est intéressée à tous les comptes rendus de travaux, les conflits autour de tel ou tel aménagement. Et donc, on voit les Vénitiens qui dépensent beaucoup d'argent de la République de Venise, notamment pour pouvoir contenir l'eau à certains endroits, faire des barrages au nord de la lagune, des travaux qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais qui en fait étaient déjà très sophistiqués, extrêmement bien faits à l'époque. Et en fait, Venise survit, Venise prospère même, puisque la ville se développe, se maintient, la ville construit un empire maritime, et donc Venise va créer un mythe, va créer le mythe de la cité qui a survécu au péril des eaux, et va dire, si on a survécu, c'est que Dieu est avec nous, et donc c'est qu'on est une cité en fait providentielle. Et donc ils vont vraiment développer ce message de on est la cité élue de Dieu, la cité du miracle de la mer, la cité des eaux salées, ce qui est sur les eaux salées. Et donc quand Venise va mener des opérations militaires partout en Méditerranée, quand Venise va attaquer des territoires, elle va aussi se revendiquer comme le faisant de bon droit en tant que ville avec un message providentiel. Mais justement, confronté à ce que tu as évoqué, une énorme difficulté, parce qu'en plus, les rapports entre littoral, les fleuves qui alimentent non seulement de l'eau, mais également des alluvions et autres, et on sait que les dynamiques du rivage sont contrôler les dynamiques du rivage, c'est extrêmement compliqué. Et puis on les voit, tout de même, tenter de résoudre ce problème extrêmement complexe. Oui, de toute façon, de plus en plus, aujourd'hui à Venise, on a des phénomènes de aqua alta, des eaux hautes, avec 3 mètres d'eau, peut-être pas autant, mais parfois ça va vraiment jusqu'à plus d'1 mètre d'eau sur la place Saint-Marc, par exemple. Mais en tout cas, à l'époque, on a différents types de travaux. On a les barrages, on recouvre de sable certaines zones. On a aussi beaucoup la pratique de reconstruire, de refaire certains pilotis sur certaines zones, notamment là où on a les résidences aristocratiques. Et donc, en fait, de cette manière, la ville parvient à prospérer, et puis même à s'étendre. Alors, on va conclure, mais avant s'il y a une ou deux questions pour terminer. Moi, j'avais posé comme problématique la question de la maîtrise. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, la maîtrise de la nature, si on peut utiliser cette expression, la maîtrise de l'aménagement, on en a chacun d'entre nous une idée personnelle. La mienne, elle est extrêmement négative. Mais sur cette question de maîtrise, moi, ça m'a donné, en réfléchissant au problème, bien qu'il y avait un degré plus important, alors dans un autre cadre, mais dans ce Moyen-Âge, là on a survolé, on pourrait en dire faire un symposium sur l'affaire, mais tout de même, dans cette réflexion comparative à laquelle contribue la réflexion historique, qu'est-ce qu'on peut dire sur la maîtrise entre ces deux paradigmes, l'exploitation par la société humaine médiévale, et puis la protection de la nature. Ça va être la grande tension, en fait, que les gens du Moyen-Âge vont garder en tête. Et ça, peut-être qu'on le trouve dans
d'une certaine manière dans le livre Le voile d'Isis de Pierre Hadot. Alors après, Pierre Hadot lui a utilisé une métaphore, il va parler de Prométhée et d'Orphée. Il va dire il y a deux types de rapports à la nature. Il y a le rapport type Orphée, où en fait on va essayer de vivre en symbiose avec la nature, et on a le rapport type Prométhée, qui va être, Prométhée il vole le feu aux dieux, et qui va être, on utilise la technique pour exploiter pleinement son environnement. Donc il va opposer un petit peu ces deux figures, et grosso modo, même si, là Pierre Hadot il est philosophe, et là les historiens pourraient peut-être lui dire que c'est un peu grossier, mais voilà, il va dire le Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge qui est essentiellement prométhéen. Le Moyen-Âge, c'est un grand mouvement prométhéen où on essaie, on considère qu'on doit exploiter davantage la nature parce que l'être humain est le gardien de la création de Dieu, et donc c'est à lui de s'en occuper, et donc c'est à lui de s'en occuper en l'exploitant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en vérité, on va avoir vraiment cette tension de on a besoin d'exploiter la nature pour vivre, pour prospérer, pour développer des villes, pour développer une domination politique, et dans le même temps, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut exploiter ce que Dieu nous a donné à garder. Et donc, en fait, la maîtrise va vraiment se jouer entre cette tension, entre est-ce qu'il ne faut pas laisser la création divine le plus intouchée possible, et essayer de vivre vraiment en symbiose avec elle, et dans ce cas-là, on s'oriente davantage vers le message orphique, Orphée, ou alors est-ce qu'on doit être davantage dans l'exploitation, et là on est dans la vision prométhéenne. Et donc en fait, si on s'intéresse aux sources du Moyen-Âge, et nous dans un séminaire de recherche, ce qu'on a tenté de faire, on a essayé de voir dans les différentes situations, dans les différentes parties de la société, où se placer le curseur entre ces deux pôles, et comment ça pouvait évoluer en fonction des circonstances. Et donc ça permet vraiment cette vision des choses de sortir soit de l'idée que le Moyen-Âge c'est seulement la forêt, c'est seulement l'obscurité, et on ne sait pas du tout exploiter son environnement. Et ça permet en même temps aussi d'avoir une vision plus fine de la nature. La nature, en fait, elle est forcément, tout ce qui est autour de nous subit forcément les effets de l'action des individus. Mais maintenant, jusqu'à quel point est-ce que les individus s'autorisent à modifier leur environnement? L'ouvrage que tu as évoqué, là. Le séminaire d'études, de recherche. Oui, le voile d'Isis de Pierre Hadot. Voilà. Prof au Collège de France. Oui, rien que ça. Oui. Voilà. Donc, voilà, spécialiste de philosophie antique, mais qui a écrit cet ouvrage sur l'idée de nature, en tentant d'opposer vraiment ces deux visions, Prométhée et Orphée. C'est vrai que ce qui intéresse vraiment, c'est de se dire quand les gens du Moyen-Âge exploitent la nature, qu'est-ce qu'ils se disent, à quoi ils pensent, et comment est-ce qu'ils voient leur place au milieu de cette nature qu'ils considèrent comme étant créée par Dieu. Et ça peut aussi avoir des implications éthiques, ce rapport à la nature. Par exemple, on va avoir des aristocrates qui vont se dire il faut qu'on ait un rapport très orphique à la nature. Donc ils vont adorer lire en fait des histoires qui parlent de nature, les amours de paysans au sein d'un monde un peu bucolique. On va voir comme ça des figures de chevaliers qui vont se perdre dans la forêt. Il va y avoir toute une réflexion de le chevalier dans la forêt. Est-ce qu'il ne cherche pas à retourner à un contact avec la nature, à être plus proche de la nature, ou au contraire, est-ce que c'est pas un risque pour le chevalier de se perdre dans quelque chose qui soit plus sauvage, etc. etc. Dans la culture aristocratique, ce rapport à la nature peut poser beaucoup de questions. Une ou deux questions. Je peux peut-être parler fort. Donc c'est juste parce que là on a parlé d'assolement, on a beaucoup parlé du rapport à la terre, mais tu parlais du rapport aux animaux. Oui. Et est-ce que c'est possible de développer? Est-ce qu'il y a aussi un rapport aux animaux un peu d'éthique, ou est-ce que pas du tout, et le cochon c'est comme la terre, ou est-ce qu'il y a quand même un truc spécial? Je demande ça aussi parce qu'il me semble qu'il y avait des procès d'animaux
au Moyen-Âge. Et donc, qu'est-ce que ça implique dans le rapport? Est-ce que c'est des créatures avec une âme aussi ou pas? Oui, complètement. C'est un sujet qui est gigantesque, qui est immensément complexe. Il y a un livre de Robert Delors qui s'appelle Les animaux ont une histoire, qui est plus sur le temps long, mais Robert Delors, c'est un médiéviste qui a vraiment beaucoup s'intéressé à la perception des animaux. Mais oui, les animaux, c'est pas seulement des objets, c'est pas seulement des êtres inanimés. Ça, c'est vraiment la philosophie moderne qui va imposer un petit peu cette vision, puis aussi notre société, on va dire, de consommation qui nous déconnecte des animaux, qui nous amène à cette vision-là. Mais au Moyen-Âge, on vit en permanence avec des animaux, au milieu des animaux, peu importe sa catégorie sociale, les animaux sont partout autour de nous. Après, on va les classer entre bêtes sauvages que l'on peut domestiquer ou que l'on ne peut pas domestiquer, qui sont vouées à rester dans la nature, et il va y avoir un rapport complexe à eux, et puis les animaux que l'on peut domestiquer, qui peuvent être proches de nous. Alors on va avoir un Saint François d'Assise, par exemple, qui lui va se dire « Moi, je vais essayer de me rapprocher des bêtes sauvages pour montrer qu'elles font partie de l'humanité comme nous, etc. » Donc il va vraiment y avoir beaucoup de discours qui vont être très différents, qui vont se développer sur les animaux, mais oui, ils sont considérés comme vraiment faisant partie de l'humanité. Et donc oui, il y a des procès de cochons, vraiment dans différents types de procès. Il y a des cochons qui, par exemple, ont pu dévorer des nourrissons parce que on a accroché le nourrisson dans son lange, et puis il y a des animaux partout, il y a un cochon qui passe par là, et à la fin, hop, voilà, il croque dans le nourrisson. Il y a bien sûr des histoires d'aristocrates, de rois qui ont été tués par des animaux, et donc par un cochon, et donc on fait le procès du cochon, et on considère le cochon comme ayant une âme, comme ayant une véritable responsabilité là-dedans. Alors c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, comme on considère le cochon comme ayant une âme, beaucoup de gens du Moyen-Âge se disent en fait, nous, on risquerait de commettre les mêmes fautes. Et donc il va y avoir un côté un peu expiatoire aussi. Le cochon, on va un peu le martyriser pour expier un peu les péchés de tout le monde, pour se laver sur le cochon de tout ce qu'on pourrait faire de mal. Donc le pauvre animal, il va prendre un petit peu cher. Mais donc il va vraiment y avoir cette idée on peut juger un animal, l'animal est proche de nous. C'est vrai qu'en plus, les hommes du Moyen-Âge en Occident considèrent que le cochon est particulièrement proche d'eux, que c'est une bête qui est intelligente, qui est capable de réfléchir, de comprendre plein de choses. Et donc il va y avoir un rapport compliqué de jusqu'à quel point il est proche de nous, et si on est si proche de lui, est-ce qu'on risque pas aussi de nous vautrer comme dans ce qu'on considère être de la sauvagerie, etc. De l'animalité, ouais, exactement. Une dernière question, mais la dernière, hein? Non, enfin, une question double alors. Donc, premièrement, ces sociétés agricoles arrivaient parfois à dégager des surplus productifs. Bien sûr, oui. Et comment ça s'est passé? Et aussi, tous ces travaux d'aménagement, ça dépendait des ingénieurs, techniciens, etc. Comment se faisait l'accumulation de savoir-faire et comment les compétences étaient validées? Alors, la deuxième question, c'est une question qui est vraiment de deux spécialistes qui ont fait beaucoup d'archéologie. Donc, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que on a du compagnonnage artisanal qui est très très développé, qui est très très bien organisé. Et les connaissances se passent surtout par la transmission en fait orale au sein de ce compagnonnage. Moi, je ne connais pas de traité technique, j'en ai pas étudié, donc là-dessus, je ne pourrais pas vous dire ce qui existe et ce qui se fait. Mais on a en tout cas des connaissances techniques qui sont extrêmement pointues. Par contre, dans une zone qui m'est un peu plus familière, qui est l'Orient des croisades, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on voit des seigneurs venus d'Occident qui prennent le contrôle de ces régions-là, mais qui n'ont pas forcément des ingénieurs et des artisans d'Occident. Ils vont avoir des ingénieurs et des artisans qui vont être grecs, arabes, syriens, enfin syriaques, et donc en fait ils vont faire avec leur technique. Et donc on a des seigneurs d'Occident qui ont des visions de l'architecture, de l'art de chez eux, mais qui vont devoir composer avec des gens qui ont d'autres visions des choses. Et en fait, ça va donner des mélanges extrêmement intéressants.
où en fait on va voir un maître d'œuvre occidental, mais enfin un seigneur occidental qui va dire vous faites ça, et puis après toute une galaxie d'artisans orientaux qui vont faire les choses à leur manière. Et sur les surplus, sur dégager les surplus, donc oui c'est possible. Qu'est-ce que ça entraîne? Alors ça peut entraîner plus d'aisance pour des communautés paysannes. Ça peut entraîner un plus grand dynamique économique. On a tendance à penser que le milieu du Moyen-Âge est particulièrement dynamique économiquement et qu'une partie de ces surplus aussi peuvent partir en ville, peuvent partir dans le commerce méditerranéen. Donc voilà. Alors Simon Hasentoffel, bon, j'ai parlé de l'an passé, il avait déjà participé à un débat contre l'idée du sombre Moyen-Âge, et par ailleurs est toujours disponible, et vraiment je pense qu'on poursuivra, si on est d'accord, par un atelier d'histoire. Vous savez que sous les couvertures, en liaison avec la NJC, on a mis en place depuis 1 an et demi ce qu'on appelle un atelier d'histoire. Un échange pendant 1 heure, puis des questions, disons, pendant 20 minutes, et puis après on termine pas par une chanson, mais par un petit pot pour continuer la discussion sur le sujet. Le prochain a lieu le 1er février, jeudi 1er février, sur donc 19h30, c'est toujours 19h30, 21h30, 2 heures, ça ne dépasse pas. Et ça se passe dans l'auditorium de la Maison des Jeunes et de la Culture. Et le prochain a comme thème, le 1er février, d'ici, d'ailleurs, migration, vivre tout simplement. Et donc, mais je pense que Simon, pour bien d'autres ateliers d'histoire, eh bien, ça sera bien. Et puis on te remercie beaucoup d'être là et d'être venu. Le sujet de l'immigration, il est hyper intéressant. Bon, on peut sortir de ces idées d'un Moyen-Âge statique, où personne ne bouge, alors qu'au contraire on bouge énormément. Super sujet. Eh bien, on fera par exemple la famille Plater, migration des Plater, voilà. Les Plater, c'est une famille d'humanistes et